Bonsoir à tous. Alors s'il y a bien une personne qui rassemble en elle tout ce qui a fait le cinéma belge depuis les années 60 jusqu'à, on va dire, la fin du siècle dernier, c'est bien Jacqueline Pierreux qui l'incarne. Pionnière, défricheuse, passionnée, amoureuse, dingue, on peut le dire, du cinéma. On en parle ce soir avec l'autrice Claire Dillet, elle est l'invitée de LCR. Et nom de Dieu! Nom de Dieu! Foutez-moi la paix! Ne pas retourner dans cette boîte! Un home paisible, arrive une nouvelle et... C'est incroyable ce qu'il faut. Mais enfin, c'est gentil. J'aime pas cette infirmière. Mon petit Jules par ici, mon petit Jules par là. Oh, Jules s'en fout, là tiens. On peut quand même rien lui refuser. Pour comprendre le vieux, il faut avoir une certaine maturité. Voilà, ça rigole bien. En tout cas, dans ce Home, c'était extrait de Home Sweet Home de Benoît Lamy. Bonsoir Claire Dillet. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. J'ai redécouvert ce film, je l'avais vu en fait, il y a très longtemps, parce que ça date de 1973. Je ne l'ai pas vu en 73, mais je l'ai vu un peu après. Il est beaucoup passé à la télé, énormément après. Oui, il est beaucoup passé à la télé, effectivement. C'est Benoît Lamy, c'est toutes ces années-là, c'est le début du cinéma, c'est le premier long métrage produit, on est d'accord, par Jacqueline Pierreux, on va en parler, long métrage. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière quand même, et pour parler de cette fameuse Jacqueline Pierreux qui occupe votre livre. Quand je dis votre, d'ailleurs, c'est avec Micheline Hardy, c'est même une idée qui vient d'elle, je crois, qui n'est plus avec nous malheureusement. Non, mais on la salue là-haut. Oui, on la salue, mais c'est un livre que vous avez mené à deux. Tout d'abord, pourquoi s'intéresser à Jacqueline Pierreux ? Mais en fait, comme vous dites très bien, c'est venu de Micheline qui fréquentait beaucoup de festivals. Micheline était une actrice extraordinaire. Oui. Puis elle est passée au scénario, donc elle écrivait aussi, elle fréquentait les festivals, notamment celui de Biarritz, où elle voyait régulièrement Jacqueline, et Jacqueline lui racontait moult anecdotes, et à un moment... Le FIF aussi, la photo qu'on vient de voir, ça a été pris au FIF d'ailleurs. Et le FIF, et donc à un moment, Micheline lui a dit, mais enfin Jacqueline, c'est pas possible quand même, vous allez pas partir avec tout ça, il faut qu'il y ait une trace, écrivez, et Jacqueline lui a relancé la patate chaude en disant, vas-y Micheline, écris. Parce que c'est une vie quand même. Vous remontez, c'est une somme, ce livre, c'est publié chez l'Harmattan, je vais montrer la couverture et puis on la reverra dans l'émission. On remonte avant la guerre, du côté de Braine-l'Alleud. Le Comte, oui, je les confonds tout le temps, tous les deux. Braine-le-Comte. Milieu ouvrier, milieu très très pauvre quand même, pas du tout intellectuel, c'est pas un enfant de la balle, quoi. Ah non, du tout. Non, le livre commence en 1933. Et à ce moment-là, Jacqueline naît dans un contexte mondial qu'on connaît, très menaçant, très sombre, un peu chape de plomb sur l'Europe et qui se détériorera comme on le sait avec la guerre et l'ascension d'Hitler. Donc c'est déjà le début de l'ascension d'Hitler. Et donc le père, post-crash new-yorkais de 1929, le père est au chômage. Toute l'Europe est impactée par... C'est la mère qui fait tourner le ménage, comme on dit. Et déjà pionnière, parce qu'à cette époque-là, quand même, en 1933, une maman secrétaire de direction, c'est très pionnier. C'est ça qui m'a peut-être donné une force, en tout cas une référence d'une femme forte, puissante. Je pense que ça l'a Jacqueline. Sûrement, oui, ça l'a sûrement imprégné, ça s'est inscrit en elle, je pense. Elle a toujours vu sa mère travailler, sa mère volontaire, sergent pendant la guerre à Londres, enfin, elle a toujours pris le taureau par les cornes. Alors tout ça a été expliqué, parce que c'est une vie passionnante, il y a plein de choses, on va essayer de raccourcir un peu pour arriver dans le cinéma. En tout cas, à 6 ans, elle part en Angleterre, donc ce qui va lui permettre d'être complètement anglophone. Elle revient en Belgique. 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 Elle revient en Belgique
les sténodactylos, à l'époque c'est un métier assez courant. Oui, et puis il y a une école qui s'ouvre à Bruxelles, on commence à en parler un petit peu partout, vous décrivez très bien cette période, 1962, l'INSAS, première école de cinéma, il y a l'IAD un an plus tôt, à Bruxelles. Et elle s'inscrit, mais un peu par hasard finalement. Oui, c'est un ami qui lui a dit, ben voilà, écoute, tu cherches un peu ta voie là. Bon, elle avait fait pilote d'avion, elle volait à 1800 mètres en alpiniste, solo, enfin, bon, oui, ouais. alpiniste. Donc bon, c'était une fonceuse, hein, elle avait le goût de l'aventure et de la découverte. l'INSAS? Et l'INSAS, parce qu'en fait, cet ami bienveillant voyait qu'elle adorait aller au cinéma à l'avenue sur sa petite Vespa régulièrement. Et donc, il dit, mais voilà, tu aimes le cinéma, il y a une école qui s'ouvre, va voir. Ouais. Ouais. Vous dites l'avenue, c'est marrant parce que c'est vraiment une autre époque. C'est avec Toison d'Or, quoi, maintenant, voilà, je crois. Exactement. C'est ça, ouais. Parce que c'est ça qui est savoureux dans ce bouquin, c'est qu'on se plonge dans les débuts du cinéma à Bruxelles, les tournages à Bruxelles, les salles de cinéma à Bruxelles, les premières projections. Et les premiers réalisateurs qui commencent à être connus, notamment Delvaux, elle est à l'INSAS, elle va bien s'entendre avec tous ses professeurs, dont André Delvaux. À la sortie, il va la prendre comme directrice de production sur L'Homme au crâne rasé. Je voudrais qu'on passe 2-3 images de L'Homme au crâne rasé et on en parle juste après. Fran. Voilà, L'Homme au crâne rasé, il est encore stagiaire à ce moment-là, oui, et il engage. Elle est stagiaire et c'est dans le cadre de son stage, donc elle est engagée sur la production et tous ses professeurs sont au poste clé évidemment de tous les métiers que requiert la fabrication d'un film, donc elle est ravie. Et puis la personne qui devait s'occuper de la direction de production fait défaut et elle est bombardée à la direction de production et donc elle s'éclate et elle fait ça à fond jusqu'à cracher 2 voitures de Delvaux. Ouais. Elle était à fond. Mais c'est fou le destin. En plus, c'est une femme dans un milieu extrêmement masculin à l'époque. Elle raconte qu'il y a 2-3 élèves féminines, mais très peu. 3 sur 80 au départ. 3 sur 80, rendez-vous compte. Donc dans un milieu comme un machiste, c'est un petit bout de femme, je le dis parce que vous la décrivez, elle est très petite de taille, mais c'est une battante. C'est une battante. C'est une battante qui a toujours... Qui depuis l'enfance s'est débrouillée seule en fait. Hein. Elle a passé toute sa scolarité au pensionnat. Elle a toujours été très livrée à elle-même et elle s'est toujours débrouillée. Ouais, elle va monter la première boîte de production indépendante de Belgique, un Pierre Film. Et là, elle va commencer à produire des courts-métrages. Et puis, parce qu'elle va vraiment dans la production plus que dans la réalisation. Hein. Ah oui, mais il n'y avait pas d'études de production, de toute façon, à l'INSAS. Donc, elle était en réalisation, mais ce n'était pas son truc. Et de toute façon, on faisait tout le temps appel à elle pour les comptes, l'organisation, etc. Et donc, elle sentait que c'était sa fibre, elle aimait ça. Elle était hyper organisée, quoi. Oui, voilà. Et donc, effectivement, quand elle a vu tous ses pairs qui sortaient en réalisation, etc. Et bon, quid? Quels sont les débouchés? Il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas. Il y avait un peu la télé. Mais sinon, et il faut se dire aussi qu'à l'époque, la majorité des réalisateurs qui arrivaient à mettre sur pied un film étaient leurs propres producteurs. Ce qui était le cas de Delvaux, d'ailleurs, dans L'Homme au crâne rasé. Oui, complètement, parce qu'on parle toujours de Delvaux, etc. Mais il y en avait très très peu à l'époque. Hein. Il y aura l'ami, etc. justement après, mais c'est de Heusch, etc. Mais on y va mollo, quoi. Hein. Les Van Dormael ne sont pas encore là, quoi. Non, du tout. Et il y a pas... Non, donc elle décide de se lancer dans la production, mais elle se dit, bon, on va commencer par les courts-métrages. Comme ça, prudente, hein, très organisée, fonceuse, mais prudente quand même. Notamment de Michel Huysman. Voilà, notamment. Alors, ça va s'accélérer. J'accélère exprès parce que sa vie est longue et dense. Parce que je voudrais qu'on arrive au chapitre directrice de la programmation à la RTBF. Elle entre par la petite porte aussi de la production, mais elle va monter aussi tous les échelons et devenir vraiment la productrice cinéma à la RTBF. Et elle va se battre pour un film, et pas n'importe quel film, c'est quand même, allez, on va dire, dans l'histoire du cinéma belge, c'est peut-être un des 10 films importants, on est d'accord, quoi. Hein. C'est le film de Gérard Corbiot, évidemment, qui va nous emmener aux Oscars. C'est ça. Donc, elle avait elle a gravi les échelons, comme vous dites, à la RTBF. C'est David Lachterman qui l'avait fait rentrer, forte de son expérience de productrice indépendante et de 12 longs-métrages, 12 premiers longs-métrages qu'elle avait produits. Et donc, là, elle était soulagée parce qu'elle commence comme technicienne de cinéma, elle n'a plus toutes les responsabilités, mais de fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe à la RTBF à ce moment-là? Il y a les dramatiques, il y a
pratiquement pas de téléfilms. Donc, petit à petit, elle a quand même le cinéma chevillé au cœur. C'est elle qui amène le cinéma à la RTL, vous croyez? Avec L'Actorman. L'Actorman était très passionné de cinéma aussi. Je peux vous couper pour qu'on regarde un petit extrait de ce film de Gérard Corbiot. Il est tellement incroyable. Oui, magnifique. Notamment la fameuse scène du chant. Enfin, regardez. Ouais. Voilà, le maître de musique, c'est quand même trop beau. Ça, c'est un peu le sommet de sa carrière, non, j'ai l'impression. Oui. Au départ, c'était même pas un film, c'était pas destiné à être un film quand elle l'a reçu. Donc c'est avec Corbiot, qui était réalisateur maison, qu'elle a commencé à développer le concept, qu'elle l'a poussé. Corbiot était très partant. Et puis voilà, le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé nominé aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère à Hollywood. Et c'était quand même une fameuse aventure, mais qu'elle a vraiment porté à bout de bras contre vents et marées. Et dans l'histoire du cinéma belge, c'est rare. Elle va bien, Jacqueline Pierret. Elle a quel âge? 90 ans maintenant? 90 ans, bon pied, bon oeil. Vous l'avez au téléphone parfois? Oui, régulièrement. D'accord, parce qu'elle va venir, donc il y aura une masterclass le 15, c'est bien ça? Voilà, au Cinéma Palace, il y aura une masterclass qui fait le focus sur les métiers de l'ombre du cinéma, et à 19h sera projeté Home Sweet Home de 1970. Il faut voir ce film. Allez au Palace, s'il vous plaît, c'est un film exceptionnel, 1973. C'est savoureux avec Jacques Perrin, tout jeune acteur également, Claude Jade, voilà. Un petit conseil lecture très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, ça n'a rien à voir, mais sans doute que vous lisez ça à vos enfants, petits-enfants, etc. L'Arbre sans fin, Claude Ponty. Voilà, parce que c'est l'histoire d'une transmission, d'une mémoire aussi, d'une résilience, et qu'elle traverse des choses dures, et après s'être transformée en pierre, elle s'en sort, et je trouve que ça reste une métaphore encourageante aussi de tout ce qu'on vit pour le moment, et que c'est universel. Un peu comme Jacqueline finalement. Elle a aussi traversé des moments extrêmement durs qu'on retrouve dans ce livre. Le titre est très juste, je trouve, c'est La dame qui osa le cinéma belge. C'est vrai qu'elle l'a osé. Merci beaucoup, Claire, d'être venue nous en parler. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.